Voilà, une petite vidéo pour vous parler d'un des projets par rapport au DIY agro. Donc en fait ici, c'est chez moi. Donc j'ai acheté une forêt dans un coin où ça coûtait rien, donc 1500 euros. Ça vaut rien parce que c'est pas relié à la route. Il faut marcher 15 minutes à travers bois pour rejoindre la parcelle. C'est en pente, c'est une grosse pente en fait. Et je reprends mon souffle. Et en fait, sous la terre, il y a genre ça de terre et en dessous c'est que de la caillasse. Donc l'eau ruisselle, emmène les nutriments, disparaît, ça sèche dès qu'il arrête de pleuvoir, donc aucune plante peut vraiment tenir, sauf les arbres, qui sont extrêmement robustes. Donc c'est intéressant parce que c'est pas cher, par contre ça représente un défi parce que techniquement, normalement, on peut rien en faire. On peut pas cultiver parce que ça garde pas l'eau, on peut pas cultiver parce qu'il n'y a pas de nutriments, on peut pas utiliser le bois parce qu'il faut des machines pour faire des planches, donc il faut un accès avec une route, ce qu'on n'a pas. Il faudrait vraiment trimballer les planches sur son dos, les faire sur place à la main, enfin, ce serait un truc énorme. Il faudrait déniveler, mais pour ça il faudrait faire venir un tractopelle, ce qui coûte beaucoup d'argent. La location du tractopelle, ça reviendrait à plus cher que le prix de la forêt. Donc c'est un défi. Ça, on peut l'acheter parce que c'est pas cher, ça c'est intéressant. Si on n'est pas très riche, on peut se débrouiller. Mais après, il va falloir compenser avec de l'intelligence. Donc, moi, mon but, c'est d'en faire quelque chose d'intéressant. Alors, c'est un environnement qui est un peu spécial. Donc, comme j'ai dit, il n'y a que les arbres qui peuvent survivre. Mais, ouais, il y a des tempêtes régulières. Et même les arbres, en fait, ont tendance à s'écrouler. Donc, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, avec l'échauffement climatique, on a des arbres qui tombent en pagaille. Donc là, on a celui-ci qui est tombé, qui s'est coincé là. Là, on a celui qui est couché là-bas au fond, que j'ai tronçonné en petits morceaux. Il y en a encore un au-dessus, là, il est tombé. Si je vous montre une vision d'ici, voilà, là, on voit la pente. Et là, on voit plein d'arbres couchés, quoi. Alors, ça fait des grands trous dans la forêt. En plus, c'est des chênes, alors c'est des arbres qui étaient très vieux, donc c'est un peu dommage. Ça fait des grands creux. Voilà, vous voyez. Alors ça, d'un côté, c'est bien, parce que si je veux cultiver des plantes, il me faut de la lumière. Donc il y a des clairières naturelles qui vont se former un peu partout. Mais par contre, il y a un problème, c'est que comme c'est en pente, en fait, les arbres, ils retiennent la terre, ils l'empêchent de s'affaisser, ils retiennent les nutriments. Donc si j'ai plus d'arbres, eh ben mon terrain il disparaît. Et vous voyez en bas il y a des maisons, et je pense pas que les gens qui habitent en bas, ils ont peut-être même qu'ils seront fâchés s'ils prennent un arbre sur la tronche, tout ça, donc voilà, c'est pas évident. Tout ça, ça engendre qu'il y a une problématique, c'est que tout ce que je peux construire ou faire pour essayer d'aménager ce terrain, et ben il est soumis à la contrainte de la pente. Tout ce que je pose par terre finira en bas aux prochaines pluies. Donc il faut réussir à se fixer sur le sol. Alors d'abord j'avais essayé de creuser des trous et de mettre des piquets que j'avais fait carboniser. Mais en fait, je ne peux pas creuser profondément, ça tient pas bien, les piquets se cassent, le bois pourrit. Et bien réfléchi, et j'arrivais pas à trouver de solution, jusqu'à récemment. En fait, il n'y a qu'un seul truc qui tient sur ces pentes et qui va pas disparaître, c'est les arbres. Tous les arbres qui sont vivants et qui sont debout, eh ben, ils sont bien accrochés au sol, leurs racines elles se sont engouffrées entre les pierres, ils se sont étalés dessous, ils retiennent la terre et ils tiennent sur la terre, quoi. Donc ça veut dire que tout ce qu'on veut fixer sur la pente pour pas que ça tombe, si on veut l'accrocher à quelque chose, il faut l'accrocher sur les arbres. Et les piquets naturels en fait. Le problème c'est que les arbres, comme je l'ai dit, ils tombent. Et puis il y a autre chose qui me fait peur, je vais vous montrer. Là vous avez un arbre déraciné, donc qui est tombé à cause de la tempête. Là vous voyez les racines. Et ben ça n'a pas l'air d'être très profond en fait.
Et pourtant cet arbre il était immense, hein. On parle d'un chêne qui s'étend de là-bas, et là-bas encore derrière, il y a une bosse on voit pas, mais ça descend. Pas jusqu'en bas de la pente, mais pas loin quoi. Il était gigantesque. D'ailleurs, les arbres ici sont immenses. C'est des chênes très très vieux. Si je vous montre celui-là aussi, il monte super haut. Et je pense que comme il y a des pierres en dessous, ils n'ont pas pu mettre leurs racines très profondément, donc ils sont pas si solides que ça. Si je perds les arbres, je peux plus me fixer nulle part. Conclusion, il faut que je fasse en sorte que les tempêtes ne fassent pas tomber mes arbres. Donc par exemple là, on a un arbre qui est très long. Si le vent il souffle en haut de l'arbre, c'est en général comme ça que ça se passe, hein. Ça fait un levier, et donc du coup ça aura aucun mal à l'arracher et à le faire tomber. Donc les arbres les plus hauts vont tomber en premier. Pareil pour celui-ci qu'à côté. Par contre, si le vent il soufflait en bas de l'arbre, donc là tout en bas, bah, l'arbre tomberait pas. Le vent serait jamais assez fort pour le pousser et le faire coucher. C'est vraiment l'effet de levier qui le fait tomber. Donc si je veux sauver l'arbre, la chose à faire, c'est par exemple, donc là j'ai des arbres à gauche, là, et des arbres à droite, là. Et ben je fais passer un fil, j'attache le haut d'un arbre au bas de l'arbre voisin, et vice versa. Je pense que si je mets des cordes comme ça, quand le vent il va souffler en haut de l'arbre, ça va tirer sur la corde, et comme la corde elle sera attachée en bas d'un autre arbre, et ben ça sera jamais assez fort, ça compensera le levier, et ça pourra pas arracher l'arbre. Le problème c'est que pour faire ça, le problème c'est que pour faire ça, il faudrait attacher donc une corde en haut de l'arbre, et je ne sais pas si je peux l'avoir au lasso, je pense pas. Donc ça veut dire qu'il faut grimper sur l'arbre tout en haut pour attacher la corde et descendre. Déjà il faut acheter beaucoup de cordes. Bon ça à la limite je pense qu'on peut en avoir beaucoup pour pas trop cher si on se débrouille. Et puis la valeur d'un chêne centenaire, je pense que ça vaut bien quelques euros. Et après la solidité des cordes, je pense des cordes d'escalade c'est très bien. Elles sont normalement c'est pour attraper des mecs qui font 100 kg maximum, mais elles résistent à 4 tonnes en pratique. Donc 4 tonnes, je pense 4 tonnes ça suffira, hein. Donc avec de la corde d'escalade c'est peut-être jouable. Après ça risque d'être moche, j'espère qu'on va pas m'engueuler. Mais bon, si j'explique que c'est pour sauver les arbres, peut-être que les gens seront plus coulants, hein. On verra. Enfin voilà. Donc ça déjà il faut sauver les arbres. Ensuite mon gros problème c'est l'eau, il faut réussir à retenir de l'eau. L'eau, il y a une saison, donc il pleut énormément, l'eau coule et elle détruit toutes les plantes qui avaient réussi un peu à pousser quoi, entre temps. Et puis après, quand c'est la saison chaude, et ben là il fait chaud, tout sèche et tout crève. Donc il faut réussir à faire en sorte que l'environnement il gère l'eau, qu'elle ruisselle là où on veut et qu'il la garde. Alors pour faire ça, pour le moment j'ai mis, je vais vous montrer. Pour faire ça j'ai mis des espèces de bidons comme ça, j'en ai mis un là et un là-bas en bas, je sais pas si on le voit. Il est ici là. Mais je pense pas que ça suffira. Alors il y a des espèces de chemins qui sont creusés naturellement par l'eau. Là on voit il y a une espèce de petite bosse qui descend comme ça. Donc tout ça va falloir gérer. Là ça va arriver par en haut parce qu'en fait je suis en bas d'une colline. Je voudrais vous montrer quelque chose pour illustrer ce que je disais. Vous voyez la toute petite plante là, c'est ce qu'on appelle une monnaie du pape. C'est une plante bisannuelle, donc presque vivace, qui est quasiment indestructible, qui aime l'ombre. Toutes les plantes que je mets, qu'on fait pousser dans une forêt, il faut qu'elles aiment l'ombre, sinon ça marche pas. Et je l'avais plantée l'année dernière, et elle était haute, genre comme ça. Et puis je sais pas, là, je la trouve minuscule. Et quand je déterre un peu les feuilles, là on voit les tiges, on voit que ça a été arraché par quelque chose, aplati, arraché. Là on avait une énorme tige, et puis là ça repousse un peu sur les mêmes racines, quoi. Vous voyez. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quelque chose qui, peut-être des coulées de boue, des coulées d'eau avec des feuilles mortes, qui viennent écraser toutes les plantes pendant la saison des pluies. Mais elle a survécu. Le problème c'est que bon, comme c'est une bisannuelle, je sais pas si elle arrivera à se ressemer toute seule dans ce merdier. Donc voilà. Donc là c'est des petites tentatives, on fait un peu friendly quoi. C'est-à-dire il me faudrait une plante il me faut des plantes qui aiment l'ombre. Alors j'ai aussi l'ail, j'avais pensé mettre de l'ail, des choses comme ça. Et il me faut des plantes qui peuvent supporter la sécheresse aussi un peu, et voilà, enfin tout ça.
Donc elle a tenu un peu moins d'1 an, parce que je l'ai mis l'année dernière en fin de l'été. Si elle survit à l'été prochain, c'est que c'est des plantes qui peuvent survivre dans cette forêt, quoi, malgré la sécheresse en été et trop d'eau en hiver. Je pourrais lui mettre par exemple un petit mur autour là, pour que l'eau l'écrase pas et coule autour. Voilà. Là on voit les piquets que j'avais essayé de planter pour faire quelque chose, mais ça tient vraiment pas debout, quoi. C'est pas du tout solide. Mais là j'ai une bonne surface, je pourrais mettre un potager. Je pense qu'il y a deux manières de faire, quoi. Ouais, donc je disais, il y a deux manières de faire. Soit je considère que l'environnement est mon ami, donc je m'adapte à ce qui est autour de moi et j'essaie de jouer en trouvant les bonnes espèces de plantes, etc. Que ça forme un réseau souterrain, des trucs un peu comme ça. Soit je fais l'inverse, je dis bah la seule valeur dans cette forêt c'est l'espace. Et à ce moment-là je suis comme dans l'espace en fait, dans l'univers. Et je suis dans un environnement hostile et je dois mettre en place des modules autonomes qui sont capables de tout gérer, quoi. Bon, je pense que la solution que je vais choisir, elle va se situer quelque part entre ces deux extrêmes. Déjà, mes modules, j'ai besoin de les accrocher aux arbres. J'ai besoin des arbres. Donc, je ne peux pas penser totalement comme ça. L'eau, c'est pareil. Je peux pas amener l'eau sur mon dos en marchant 15 minutes dans la forêt tous les jours, en montée. Je vais me tuer, je vais me casser les reins avant même d'avoir réussi à faire pousser une salade. C'est pas possible. Donc, de la récupération de l'eau, ce que je disais, ça c'est indispensable avec les bidons. Mais par contre, pour le reste, bah, comme la terre, la couche elle est mince et dessous il y a des cailloux et toute l'eau se barre, je vais être obligé de faire des grands bacs pour cultiver des légumes ou des choses comme ça. Peut-être un système hybride comme j'ai fait sur mon balcon, à cheval entre l'hydroponie et le sol. Donc ça c'est le prochain truc que je vais essayer d'aménager. Et puis en même temps je vais essayer de mettre des plantes sauvages et puis on va voir si, enfin pas sauvages mais des plantes robustes adaptées à la forêt et voir si elles arrivent à survivre, quoi. Et puis après il y a la culture des champignons. Ouais, c'est un bon endroit pour cultiver des champignons, j'ai plein d'arbres morts, peut-être je peux les réduire en copeaux ou même sans les réduire en copeaux, les inoculer avec des champignons qui me plaisent, tout ça dans des trous, et puis voilà, j'attends, et puis à la fin je cultive mes champignons. Tout ça, il faut essayer. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a déjà plein de champignons dans cette forêt. Une forêt, c'est un écosystème avec son propre système d'immunité. En fait, il y a eu plein de microbes qui sont passés par là, de champignons, de bactéries et tout. Et puis, au bout d'un moment, il y a un équilibre qui s'est formé. Et donc, pour réussir à insérer une nouvelle plante ou un nouveau microbe, parce que les champignons, la culture de champignons, c'est des microbes en fait, hein, au début. Dans un environnement où il y a déjà des champignons, où il y a déjà des microbes qui sont bien implantés, qui sont en symbiose avec tout ce qui est autour d'eux, c'est pas facile. On sait pas trop ce que ça va donner, on sait pas trop quelles vont être les conséquences. Là, les troncs qui sont abattus, qui ont été coupés après que l'arbre soit tombé, parce que jamais je vais couper un arbre en bonne santé pour faire pousser des champignons dessus, je suis pas débile là, surtout que c'est du chêne. Je vais plutôt récupérer des arbres qui sont tombés pendant des tempêtes ou des branches, et ben ils sont déjà bouffés par des champignons d'ici, quoi, enfin de cette forêt, qui dégradent les morceaux d'arbres qui tombent depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc moi, quand je vais amener ma pleurote, et ben elle va devoir se battre contre le champignon qui est déjà là, elle va pas forcément gagner parce que lui il est adapté, alors que ma pleurote, donc va être un peu la guerre des microbes. Et puis une fois que j'ai implanté ma pleurote, elle va peut-être voler le territoire des champignons qui étaient déjà là avant, mais peut-être que ce champignon il avait une autre fonction, il empêchait des maladies d'arriver, donc voilà, c'est pas évident. Après j'ai pas trop d'état d'âme à abîmer entre guillemets l'écosystème de cette forêt, parce que c'est une forêt qui est en train de mourir en fait, qui va mourir, qui peut pas se développer. Parce que la tempête de toute façon va arracher tous les arbres. L'échauffement climatique fait que là il y avait une rivière avant au fond, maintenant elle y est qu'un petit peu en hiver, quoi. Elle va disparaître avec ses tritons, ses grenouilles et tout. Et du coup, je pense en France on est dans un mode il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte pour pas qu'on se batte, mais qu'on se prépare en fait. Il faut qu'on adapte nos techniques d'agriculture, il faut qu'on adapte nos forêts, il faut qu'on aménage, il faut qu'on s'organise pour sauver ce qu'on peut, pour reconstruire quelque chose avant. Parce que s'il fait plus chaud, que les tempêtes sont plus violentes, qu'il pleut plus violemment, donc ça tue toutes les plantes, après elles sèchent en été, les arbres ils sont écroulés par la tempête, parce que les tempêtes sont de plus en plus violentes.
faut se préparer quoi. Donc même moi j'ai dans l'idée un peu de faire pousser des espèces tropicales, foutre des espèces tropicales ici. Parce que là je suis dans le sud-ouest en fait, je suis au bord des Pyrénées, donc il y a les Pyrénées, donc il va faire plus chaud, et en même temps il va y avoir plus de pluie, parce que les nuages ils sont retenus par les Pyrénées, donc ça tombe, plus de tempêtes. Bon, plus de pluie, plus de chaleur, climat tropical. Donc climat tropical, mettre des plantes tropicales. D'ailleurs on voit de plus en plus de bananiers ici. Donc, ça c'est quelque chose aussi, je plante déjà des plantes tropicales, et ben elles seront grandes quand il fera chaud et que quand il n'y aura plus rien qui arrivera à survivre d'autre. Si je prends même des plantes d'ici, hein, des plantes endémiques ou des plantes de chez nous, et que je fais en sorte qu'elles survivent, je les aide à survivre, donc je fais en sorte qu'elles aient assez d'eau, tout ça, voilà. Mais je fais pas mon agriculture d'une façon mécanique, en mettant 50 000 plants pareils, et puis je les coupe, puis je rachète des graines, et puis je remets les mêmes plants l'année suivante, mais plutôt un genre de battle royale, quoi, où je vais mettre des graines, j'achète de partout sur internet des graines, je les mélange, je les arrose pas trop, je les aide un peu, mais pas trop. Il y en a plein qui vont crever. De toute façon, je vous montrerai le germinateur, il y a plein de trucs qui crèvent, hein. Et il y en a certains, ils vont survivre. Ceux-là, je vais les récupérer, leurs graines, et puis je vais les ressemer l'année prochaine. Et puis j'aurai des plantes résistantes, adaptées à la forêt, qui vont accompagner le changement climatique en même temps, etc. Donc il faut les aider suffisamment pour qu'ils survivent. Et en même temps, il faut pas trop les aider pour qu'ils adaptent. Voilà. La grande question, c'est est-ce que les chênes vont survivre au changement climatique? Moi je pense que oui. Ces énormes machins ont réussi à pousser sur cette terre pas stérile mais presque, sans eau, avec que de la caillasse, il faut pousser quoi. Alors ça c'est une autre question aussi, c'est les nutriments. Ah, pardon. Donc ouais, je disais les nutriments. Quand c'est en pente, ça tient pas les nutriments. Donc forcément la terre elle se déminéralise petit à petit et voilà, le risque c'est que les arbres ils aient plus de nutriments. D'ailleurs là on est en bas de la colline, c'est des chênes et des châtaigniers. Mais plus haut là-haut, qui est pas chez moi, il n'y a plus que des pins. Donc je pense que peut-être que ici la terre est plus riche parce que c'est plus bas dans la pente. Donc ils récoltent les nutriments qui sont perdus d'en haut et qu'en haut il y a moins de nutriments et qu'il n'y a plus que des pins qui poussent. Après peut-être que les pins ont besoin de plus de nutriments et que je dis n'importe quoi et que s'il y a des pins là et des chênes en bas, c'est peut-être pour une autre raison. J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Donc voilà. Alors ouais, ça c'est la question des nutriments. Amener des nutriments dans la forêt, je pense que ce serait une bonne idée. Ah, je vais finir par m'asseoir par terre. Les araignées me boucheront. Ah, ouais, parce que c'est plein d'araignées, c'est hallucinant, il y a des centaines d'araignées partout. C'est bon signe, hein, s'il y a des araignées, c'est qu'il y a des insectes à bouffer, s'il y a des insectes à bouffer, c'est qu'il y a des plantes à bouffer. Donc il peut y avoir quand même des trucs qui poussent un peu de temps en temps, puis qui disparaissent. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ouais, les nutriments. En fait, les châtaigniers qui sont là-bas, j'étais allé chercher les châtaignes, et en fait, très peu de châtaignes. Des grands châtaigniers énormes, peut-être plus d'une centaine d'années, mais quasiment pas de châtaignes. Et en fait, je pense que c'est parce qu'ils n'ont plus de nutriments. Donc, moi, j'ai envie de mettre de l'engrais, quoi. Alors, si je viens étendre du fumier ou des choses comme ça, ou du compost, j'y arriverai pas. Faudra que je le porte sur mon dos, ça fera des centaines de kilos, à répandre de partout, c'est impossible. Donc les engrais chimiques, je sais, les gens diront les engrais chimiques c'est pas bien, mais genre j'amène une petite bouteille comme ça, ultra concentrée. Après il faut que je sois intelligent pour pas balancer le truc super concentré dessus, il va me falloir de l'eau, donc les bidons bleus, etc. Là je peux le répandre. Et je donne tout de suite des nutriments à mes arbres. Ça leur donne une nouvelle vigueur, ça renforce leurs racines, ça les aide à faire face à la suite. Pareil pour les plantes, si je veux faire pousser des légumes, là, il faut mettre des nutriments. Le problème c'est que c'est une solution transitoire, quoi. Ça va pas fonctionner tout le temps parce que bah je parle trop vite. Ça va pas fonctionner tout le temps parce que les nutriments ils vont redescendre ensuite. Donc c'est juste un petit coup de boost comme ça si je mets des engrais chimiques. Donc moi j'avais pensé à autre chose, c'est l'élevage. En fait peut-être que je peux mettre donc en haut de la pente des poules, élever des poules ou des canards. On installe une mare, etc. Donc après il faut voir si la mare elle tient en été. Et eux ils vont chier.
Et comme ils vont chier, ça va faire des engrais. Et donc ces engrais, après, ils vont descendre et puis ils vont alimenter tout le monde. Alors ça, c'est une façon ludique d'apporter des engrais, parce qu'en fait, les canards en eux-mêmes ne créent pas des minéraux, ils ne créent pas des engrais. Mais moi, je vais leur filer à bouffer du maïs, par exemple, d'autres trucs que je vais acheter. Et après, ça va se retrouver dans leurs excréments, et c'est ça qui va leur apporter de l'engrais. Donc ça, c'est pour tout ce qui est minéraux, quoi. Hein. Que vous avez vu dans le tableau, donc le fer, le bore, le cuivre, qu'est-ce qu'il y avait là qui était bien chiant, le phosphore, donc le magnésium, tout ça. Donc transition, moi je pense que le mieux c'est quand même la chimie. Hein. Parce que genre par exemple je pourrais étaler, il faudrait d'abord que je fasse une analyse du sol ou que je fasse ça intelligemment, mais je pourrais étaler une poutre en acier par le long, ou quelque chose de plus petit, hein, genre une petite tige en acier, ça peut suffire, et quand l'eau elle coulerait dessus, elle prendrait un petit peu de fer, et puis elle coulerait avec ce fer, et elle enrichirait tout le sol avec du fer. Et le temps que la baguette soit entièrement rongée par l'eau, par l'érosion, s'écoulerait des dizaines et des dizaines d'années, donc je protégerais ma forêt pendant des dizaines et des dizaines d'années, dans tout ce qui est carence en fer. Et je pourrais faire ça pour tous les minéraux, faire une espèce de système où ça se dissout très lentement dans le temps, avec sur de la matière solide en coulant dessus. Ça pourrait aider, je pense. Et puis il y a un autre des minéraux, c'est l'azote. Tout ce qui est l'azote. Ça par contre, l'azote pour le coup, j'ai pas besoin de l'amener. Là pour le coup, les solutions écolo, elles sont meilleures. Elles sont meilleures. Parce que par exemple, je pourrais faire pousser des haricots. Je pourrais faire pousser des haricots de partout. Les haricots, c'est de légumineuses, et eux, ils me fabriqueraient mon azote. Et s'ils arrivent à survivre, eh ben, ils approvisionneraient toute la forêt en azote. Et ça m'aiderait beaucoup parce que l'azote, c'est le truc dont les plantes ont le plus besoin. Après, enfin, il y a le bois. Tout ce bois là, si je le fais brûler, je récupère les nutriments. Ça a emmagasiné du calcium essentiellement, beaucoup de calcium, et un tas de trucs, donc la cendre. Le problème c'est que la cendre, il faut bien le diluer parce que c'est trop concentré, c'est comme les engrais chimiques. Donc voilà, un peu tout ça. Donc, la problématique, l'eau, les nutriments, la tenue du sol, sauver les arbres du coup, et l'adaptation à l'échauffement climatique avec une approche moitié naturelle, moitié artificielle, genre module, installé, etc. Le problème c'est que tout ce qui est apporter des ressources, apporter du matériel, apporter des matériaux de fabrication, de construction, c'est quasiment impossible pour moi. Parce que je dois tout faire à la main, sur mon dos, en grimpant la pente. C'est très dur en fait. Je veux dire, rien que pour apporter un bidon, galère un peu. C'est pas si terrible, mais j'imagine devoir en apporter 50 par exemple. C'est plusieurs jours de boulot, tiré comme un con, comme si j'étais, je sais pas, un esclave à Babylone qui charriait des pierres sur son dos. Donc ça c'est la grosse contrainte. Donc il faut vraiment trouver à se démerder avec ce qui est sur place, ou emporter seulement des choses légères et le moins possible. Voilà, donc je vous raconterai la suite, ça fait partie du jeu. Parce que quoi qu'on veuille produire en termes d'agro, au bout d'un moment, il faut des ressources primaires pour y arriver, c'est-à-dire de l'eau, de la terre et du soleil. C'est vraiment les ressources indispensables pour survivre. Et si on devait emmener quelque chose dans un univers froid et on ne peut pas avoir, on ne peut rien avoir, et ben c'est ces trois choses qu'il faudrait emmener. Très clair évidemment. Bon, c'est tout.